Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Parole aux pratiquants. Aujourd'hui, je reçois Nohan Dudon. C'est un jeune athlète français de 22 ans en para-karaté. Malvoyant depuis l'âge de 3 ans, il a transformé son handicap à une véritable force. Multiple champion de France, il s'impose rapidement sur la scène internationale avec un palmarès impressionnant, dont un titre vice-champion du monde et le titre de champion d'Europe 2024. Il est actuellement dans le top 3 mondial. Ambassadeur du para-karaté, il représente avec fierté sa discipline et incarne la résilience et la détermination. Il y a même des enfants qui sont venus faire des photos avec moi. Et aussi, c'est ça qui est cool, c'est le côté, en fait, peut-être qu'ils se poseront moins de questions quand ils verront quelqu'un avec un handicap. Et c'est génial, quoi. Genre, et même moi, maintenant, je me sens à ma place là-bas. Il y a même plus de, il y a même plus de débat. Bonjour Nohan, comment vas-tu? Bonjour. Merci, je vais très bien. Merci de me recevoir. Je suis Avec heureux ça. d'être là. Mais c'est avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de ton parcours. Donc, je vais commencer tout simplement comme la toute première question. Comment es-tu arrivé sur un tatami? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir sur un tatami? Alors, j'ai commencé le karaté à l'âge de 4 ans. J'en ai 23 aujourd'hui. Non, du coup, moi j'ai eu du coup une maladie m'ayant fait perdre la vue, notamment, enfin quasiment à 100% ma vue, à l'âge de 3 ans. Et donc j'ai commencé à 4 ans. En fait, pour t'expliquer, moi j'étais sur Marseille avec mes parents quand j'étais petit, et ma maladie plus mon handicap a fait que j'avais besoin d'un enfin, déjà, à l'école, c'était pas forcément encore. L'inclusion était pas encore Hmm. ce qu'elle est aujourd'hui. Et je venais vraiment juste d'avoir ma maladie, donc j'avais potentiellement. Enfin, en fait, moi, j'étais brûlé en fait entièrement. Ma maladie, pour faire simple, c'est ça. Donc, j'ai une atteinte au niveau visuel, mais moi, j'avais aussi, ouais, au niveau de la peau, etc., des atteintes. Donc, enfin, quand j'étais plus petit, c'était plus marqué qu'aujourd'hui. Donc, c'était quand même assez lourd. Et à l'école, voilà, l'inclusion n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, mes parents ont préféré partir d'un plus petit village, donc dans le Var, parce qu'il y avait mes grands-parents qui pouvaient me garder quand ils travaillaient. Il y avait une école plus petite qui pouvait un petit peu. C'était plus familial, donc c'était peut-être mieux pour s'occuper de moi, tout ça. Donc en fait, ils ont déménagé un peu du jour au lendemain pour moi. Et du coup, dans ce village, il y avait le club de karaté. Et je crois que enfin, il n'y avait pas beaucoup d'autres sports, quoi. C'est un petit village. Donc il y avait vraiment le club de karaté. Et je sais plus trop comment. Il y avait quelques amis à l'école qui en faisaient. Et je sais pas, ma grand-mère m'a amené un jour, je crois que c'était un peu au truc de fin d'année, enfin c'était la première année qu'ils en faisaient et tout, je sais plus exactement. Mais en tout cas, j'ai découvert le karaté comme ça et j'ai rencontré mon entraîneur qui m'a suivi après pendant des années et des années, avec qui je suis toujours en contact, du coup David Rossi. Et, euh, et voilà, enfin je sais pas, il m'a dit juste on y va quoi, genre on tente. Enfin, lui il a pas vu de soucis, il s'est toujours adapté, et il m'a dit vas-y on tente. Et, euh, et du coup, ouais, enfin, je pense qu'il a vu aussi que j'étais partant et que j'avais pas de soucis, enfin que j'étais motivé quoi. Hmm. Et voilà, j'ai commencé comme ça et j'ai plus trop de souvenirs j'ai pas beaucoup plus de souvenirs parce que c'était vraiment il y a un petit moment. Mais voilà, c'était mes premiers pas en tout cas, c'était ça. Et après, j'ai pas trop de souvenirs particuliers très précis. Hmm. Mais voilà, disons que ça c'est un peu comment j'ai été amené à faire du karaté, un peu par hasard. Et finalement, ça m'a plu. Et voilà. D'accord. Et comment s'est passé au fur et à mesure ton intégration au sein des cours avec les autres enfants valides? Si tu t'en souviens un petit peu, ou tes parents t'ont raconté des histoires, comment ça s'est passé un petit peu? Mais alors, au début, c'est particulier parce qu'en fait, finalement, j'ai pas trop de souvenirs d'avoir ressenti une différence parce qu'en fait, je sais pas, les enfants, c'est particulier en fait puisqu'ils voient pas enfin, ils ont pas la Mm. même construction. Je sais pas si c'est une construction sociale, mais en tout cas, ils ont même pas la même vision du handicap. Et je me rappelle pas enfin, je me sentais pas différent ou quoi. Je sais pas. Après, on était très petit, hein, c'était vraiment, on va dire, Ouais. de mes 4 à 8 ans. Déjà, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais j'ai pas de souvenirs négatifs là-dessus. Euh, on n'était pas beaucoup, c'était des petits cours. Après, c'était vraiment, je me rappelle, c'était le début enfin, au début, à l'époque, on voulait pas trop que le karaté soit fait pour les petits.
enfin, je sais que en tout cas, c'était pas forcément aussi Hmm. développé qu'aujourd'hui. Et mon entraîneur a fait ça, mais c'était plus de l'éducatif, donc c'était pas non plus du karaté à proprement parler. C'était de la base du karaté, mais avec beaucoup d'éducatif autour de l'équilibre, etc. Et enfin, voilà, c'était des jeux en fait au début et apprendre juste le premier mouvement. Et je me rappelle pas avoir ressenti trop de différence. Même à l'école, en fait, je sais pas, je trouve que les enfants ont une vision plus directe du handicap. Ils peuvent être très directs dans la façon de parler ou quoi, ou dans leurs Hmm. questions. Parce que moi, du coup, maintenant aussi, j'interviens auprès des jeunes aussi, donc voilà. Mais donc, je vois un petit peu leur regard aussi qu'ils ont maintenant. Mais je me rappelle pas avoir ressenti de différence. Enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, Forcément, non, il y a une adaptation pour le karaté, mais avec les autres, je n'ai pas trouvé vraiment de. Enfin, j'ai pas de souvenir de trucs particuliers où je me sentais à l'écart, quoi. hmm. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est le fait que les enfants ne voient pas les handicaps, hein. Moi, j'ai mon Ben, fils qui ouais, avait une petite fille l'an dernier dans sa classe qui était un handicap. Et donc, bon, moi, je les suivais parce que je les suis à la piscine. Et cette petite fille est vraiment des handicaps physiques, elle. Donc, mais les autres, ben, ils étaient avec elle normal, quoi. Donc, ils sont petits, et voilà, c'est une autre enfant, ils jouent avec, ils discutent avec, ils voient qu'il y a quelque chose de ouais, bien différent, sûr, mais ils restent dans le groupe, ils l'incluent dans le groupe, ils les font passer, ils y font attention. Après, il y a tout un travail aussi qui doit être fait auprès des enseignants, donc pour amener aussi cette compréhension et mieux vivre ensemble. bien Donc, sûr. Mm. je pense que c'est de plus en plus aujourd'hui, comme tu disais, c'est de plus en plus inclus dans la façon de faire et je trouve que c'est très très bien cette C'est inclusion. ça. Ben, moi, mon entraîneur a été a été direct dans l'adaptation et ça s'est très bien passé. Mais oui, c'est ça. En fait, les enfants, euh, d'après mon ressenti maintenant, je trouve qu'en fait, ils ont une vision qui se rapproche, enfin, la plupart, parce que après, ça dépend toujours de l'éducation, mais souvent, en fait, ils ont une vision très directe et très, enfin, ils ont pas tout le truc qu'on a nous euh, d'aller réfléchir. Enfin, comment dire, ils vont pas chercher le pourquoi du comment, et ils sont beaucoup plus dans le truc présent en fait, et de se dire ok, ben, je vois qu'il y a une différence, mais en fait c'est pas grave, qu'on est, au fond on est pareil quoi, et c'est la vision que tout le monde Mm. devrait avoir en fait. Et donc ouais, finalement, ils ont moins de barrières en fait. Ils sont assez directs du coup des fois, mais ils ont moins de barrières par rapport à ça. Et c'est vrai que la plupart des enfants, je trouve qu'ils ont un regard sur le handicap qui est assez intéressant. Et donc, ouais, en tout cas, voilà, moi, j'ai pas ressenti vraiment de. Il y a eu des adaptations à faire, mais j'ai pas ressenti de discrimination ou Mm. d'exclusion vis-à-vis de ça, en tout cas. D'accord. Et petit à petit, est-ce que tu as dû faire appel, ou ton enseignant, ton sensei, est-ce qu'il a dû faire appel des adaptations particulières par rapport à toi, des consignes particulières? Parce qu'on dit tout le temps que les arts martiaux, il faut voir, il faut écouter, et après il faut ressentir. Et donc toi, sur ces trois canaux de transmission, ben, il t'en manque un. Donc comment ça s'est passé au niveau adaptation? Alors, en fait, ça dépend vraiment du niveau de pratique. Je dirais qu'au début, ça a été. Alors voilà, au début, c'était beaucoup d'éducatif. Après, je sais que ce qui est assez drôle, c'est que finalement, alors je sais pas si ça s'est fait en évolution, comment dire, si ça s'est fait naturellement ou est-ce que, enfin, je sais pas comment ça a évolué, mais je sais que par exemple, aujourd'hui, mon entraîneur travaille beaucoup sur tout ce qui est proprioceptif, même avec Mm. des enfants, enfin, des jeunes totalement valides, et c'est super, enfin, ça crée vraiment des outils de travail aujourd'hui qui sont top, même pour les jeunes, tout ça. Donc, ça, c'est, enfin, et je pense que ça, à la base, il s'est adapté vraiment à moi, et finalement, il l'a utilisé pour plein de gens. Et c'est trop cool. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, dans l'ordre, je saurais pas dire, mais par exemple, oui, on a utilisé beaucoup de travail. Et c'est aussi des outils que j'utilise aujourd'hui, bon, un peu différemment, plus vers le haut niveau, mais qui restent un peu les mêmes choses. Donc, beaucoup de travail avec des poids, avec des sensations de poids. Donc, par exemple, avec les steps, etc., pour sentir, je sais pas, quand on dit un Zenkutsu, ça va être vers l'avant ou un Kokutsu vers l'arrière. Forcément, on le voit, mais on peut le ressentir aussi. Et nous, Mm. avec des années de pratique, on le ressent. Mais c'est vrai qu'au début, quand on apprend à les faire, on voit la forme dans notre tête, mais on n'arrive pas à sentir ce que ça, enfin, le juste équilibrage du poids entre l'avant, l'arrière, etc. On a plus de mal à ressentir. Donc, lui, il y avait beaucoup de travail là-dessus. Avec travail d'élastique aussi pour sentir les trajectoires,
les résistances avec un élastique pour sentir certaines trajectoires. Pour les embuscades du kata, on travaillait un petit peu avec des, des repères au sol, en fait, un peu tactiles ou très colorés pour essayer que je puisse un peu distinguer des directions, en fait. Mm. Ou alors c'était souvent coloré et proprioceptif avec des bandes ou des choses comme ça. Donc il y avait un petit peu des deux. Et après, même en combat, donc je faisais aussi du combat quand j'étais plus jeune. Donc forcément, ça allait moins vite quand j'étais enfant, mais avec un élastique, j'ai peut-être des vidéos de ça. Je sais pas si tu mets des vidéos des fois, mais en tout cas, si jamais je pourrais te montrer quelques trucs. Où en gros, et même ça, je le fais aussi découvrir aux jeunes quand je fais des interventions. Donc en fait, ils mettaient un élastique entre la ceinture de l'adversaire et la mienne Mm. de ceinture. Et donc, en fait, je ressentais quand il était loin ou il était près en fonction de la tension de l'élastique. Et du coup, on pouvait. Bon, après, quand on est petit, il n'y a pas tout le panel technique qu'il y a quand on est plus vieux, mais du coup, je pouvais être loin. Et du coup, quand il se rapprochait, l'élastique se détendait. Donc, je sentais qu'il se rapprochait, parce que je sentais moins de Mm. tension entre nous deux. Et du coup, je pouvais envoyer un gaku, enfin, voilà, riposter. Donc, c'était vraiment des éducatifs et qui m'ont même servi à faire des petites compétitions et tout. Donc, voilà, c'était un petit peu tous les outils qu'on a utilisés. Après, il y en a eu plein d'autres. Mais voilà, quand j'étais petit, on utilisait beaucoup Mm. ça pour pallier à ma vision. Et je crois aussi on avait un petit mannequin en plastique. Je crois que c'était l'Action Man, je sais même pas si ça existe encore, mais genre c'est une espèce de poupée Barbie, mais version homme, quoi, qui avait des trucs articulés, parce il pouvait se battre, tout ça, donc il avait des coudes, des genoux articulés, et donc on pouvait le mettre un peu en Zenkutsu. Kokutsu, c'est un peu dur, mais déjà, je pouvais comprendre l'idée de Kokutsu, Zenkutsu, Mm. Kiba, il pouvait à peu près se mettre en Kiba avec les genoux en flexion. Donc il y avait un petit peu aussi ce travail de toucher et de représentation que je pouvais pas voir, je pouvais pas forcément me voir dans une glace, enfin, dans un miroir, mais par contre je pouvais voir comment le bonhomme il se plaçait et du coup reproduire des positions. Voilà. Au début c'était comme ça, on utilisait un petit peu Mm. tous ces outils-là. Ouais, c'est de super outils. Ouais, Qui développent. On va vers des compétences parce que, comme tu disais, tu vois, le fait de travailler avec des steps, avec des représentations différentes, etc., tu n'es plus juste sur un visuel que tu vas juste copier, mais après, c'est ça. ou avec cet élastique qu'il y a entre toi et lui, au lieu de le voir, la distance, tu vas la ressentir. Et donc, tu ressens cette distance et au fur et à mesure, ce travail va être de plus en plus fin. Donc, C'est ça. au début, il faut vraiment que l'élastique il tire beaucoup pour sentir que, ouais, ok, je suis vraiment très loin, ou qu'il soit complètement relâché pour que je comprenne ou que le corps comprenne que tu es vraiment prêt. Et donc, C'est ça. c'est vraiment travailler dans ce travail de compétence et on le voit de plus en plus, même dans l'éducation naturelle et physique pour tout le monde, si on va vers un développement de compétences et pas juste de technicité, quoi. Donc, la compétence Oui, va oui, amener la technicité. c'est ça. Et vraiment, je pense que alors, je sais pas à quel point ça servit à mon entraîneur, mais je sais qu'on a déjà discuté que en fait, il y a des exos de tout ce qui est proprio, tout ce qui est équilibre, où en fait, il s'en sert beaucoup avec des jeunes Mm. valides maintenant. Euh, Parce qu'en fait, le karaté, c'est pas juste je reproduis un coup de poing ou je reproduis un blocage, et même dans d'autres sports, hein, mais voilà, on parle plutôt du karaté, mais c'est aussi ressentir son mouvement, savoir ce qu'on fait et avec quelle partie, enfin quel muscle, etc. On va actionner notre mouvement, c'est super important. Mm. Et il a toujours plein d'outils et plein des élastiques dans tous les sens, des flows, des steps dans tous les sens pour justement aller chercher ces sensations-là. Et ouais, enfin moi c'est un truc que j'adore et ouais, je trouve ça vraiment. Enfin, en fait, j'essaie de faire passer le message aussi qu'en fait, on peut, même si on a un sens qui manque, on peut apprendre. C'est juste qu'il faut s'adapter à ce manque de ce sens-là. Et il faut y réfléchir. Du coup, ça demande plus de réflexion, plus d'adaptation. Mm. Mais on arrive généralement avec de la bonne volonté à apprendre aussi, mais juste un petit peu différemment, quoi. D'accord. Quand c'est que tu as commencé la compétition et comment s'est passé ces premières compétitions? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé aussi dans ta tête lors de ces premières compétitions? Alors,
j'ai toujours fait un petit peu des compétitions interclubs, donc mais c'est vraiment des petites rencontres quoi, où je faisais même du combat du coup avec cet élastique. Donc j'avais même mes lunettes et j'avais un espèce de casque, on avait trouvé un casque avec une visière devant pour pouvoir que j'ai quand même les lunettes. J'ai la tête, elle était toute serrée dans mon casque, mais du coup voilà, les premières expériences en compète, c'était vraiment de l'amical, hein, donc voilà, quand l'adversaire était d'accord, on mettait l'élastique et ça se passait très bien et c'était super. Donc voilà, c'était vraiment, on va dire, jusqu'à mes 10-12 ans. Donc c'était pas mon quotidien la compétition, hein, mais c'était en tout cas des choses que j'aimais bien faire et j'aimais le faire avec les autres, il n'y avait pas de souci. Après, du coup, mon entraîneur s'occupait aussi pas mal de tout ce qui était UNSS, puisqu'il est prof de sport dans la ville à côté de je suis là. Donc au lycée, enfin même il est prof de sport dans un lycée là. Même le lycée que j'ai fait d'ailleurs après. Mais donc il s'occupait un peu de tout ce qui était UNSS au niveau du karaté UNSS. Donc il y avait les championnats de France UNSS. Donc on partait parce qu'il avait mis, je crois que c'était lui qui avait mis en place, je suis pas sûr, le côté sport adapté. Donc en gros, c'était des équipes en UNSS, donc c'était, je sais pas, il fallait un arbitre, au moins une fille dans l'équipe, un qui faisait au moins du combat, un au moins qui faisait du kata, ou qui pouvait faire les deux. Donc c'était vraiment un côté un peu convivial. Et moi, on avait fait un truc adapté, donc en gros, c'était une équipe avec une personne en situation de handicap dedans. Donc j'avais fait ça à l'époque. Et donc je participais avec les autres, les valides, mais en fait les points qu'on gagnait en équipe, on était sur un classement différent. Et donc c'était mes premières expériences en compétition un peu nationale, on va dire, là où on partait vraiment aux quatre coins de la France faire des compètes une fois par an. Et du coup je faisais kata et combat au début. Donc pareil avec l'élastique, quand l'adversaire était d'accord, on le faisait juste, je gagnais pas les mêmes points sur le classement valide, je gagnais les points sur le classement para, dans le classement sport partagé. Oui, ça s'appelait pas sport adapté, ça s'appelait sport partagé. Pardon. Donc c'était vraiment le point l'importance du partage justement. Et donc voilà, je faisais mes combats avec l'élastique et mes katas. C'était mes premières compétitions un petit peu où il y avait tout niveau, il y avait vraiment des gens qui avaient fait 1 an de karaté, il y avait des gens qui avaient un niveau quand même de championnat de France valide, enfin de championnat de France fédéraux quoi. Donc il y avait vraiment un peu de tout, mais c'était très convivial. Et c'était mes premières expériences et c'était super. Même le côté voyage en équipe et tout, c'est trop cool. C'est la première fois que j'ai découvert ça. Et sur le tatami, je me rappelle pas avoir eu de. Enfin, c'était bien quoi. Genre, j'étais dans mon élément. C'était c'était cool et ça se passait très bien. J'avais eu quelques remarques parce qu'il y avait eu quelques images sur les réseaux où je faisais mes katas. À l'époque, j'avais pas mes lunettes spécialisées, donc les lunettes et la casquette là comme aujourd'hui. Parce que du coup, je l'ai pas dit, mais je crains beaucoup la lumière. C'est pour ça que j'ai toujours les lunettes et la casquette. Mes yeux craignent beaucoup la lumière. Et c'est vrai que des fois, j'oublie de le dire, mais voilà, c'est pour ça. Et du coup, je faisais les katas avec lunettes et casquettes, mais tout le monde était au courant et voilà, c'était vraiment une compétition. C'était une compétition et j'ai commencé à avoir des premiers comment on dit, des critiques parce qu'on disait c'est pas normal c'est irrespectueux vis-à-vis du karaté d'avoir des lunettes sur le tatami, enfin bref. Des paroles de gens qui ne connaissaient pas la situation mais bon, on est passé au-dessus et vraiment c'était beaucoup de bons souvenirs et c'était vraiment ce qui m'a fait aimer la compétition au début. Donc voilà, j'avais 12 ans à ma première et j'ai fait ça de 12 jusqu'à ma terminale, jusqu'à 18 ans quoi. Donc c'était très cool. Comment tu as vécu le développement du para-karaté au fil des années? Alors moi j'ai commencé à en faire vers l'âge de 14 ans, je dirais. On faisait vraiment des petits open, pareil dans des coins de la France. C'était vraiment le début. Je faisais des petits open et pareil je faisais des katas. Ça se passait plutôt bien. Alors ça m'a fait vraiment évoluer. C'est ce qui m'a fait commencer à vraiment travailler des katas pour la compète quoi. Alors il y avait tout type de handicap, donc c'était vraiment je pense une éducation qui est assez genre qui est bien parce que du coup on était mélangé avec plein de handicaps différents donc c'était moins codifié, hein, c'était vraiment c'était le début donc tout le monde un peu enfin il n'y avait pas de catégorie bien définie, genre c'était tout le monde venait et c'était vraiment faire du sport et faire des premières sensations de compétition. À l'époque je connaissais déjà bien Jordan Fontenay du coup qui est athlète en équipe de France avec une trisomie 21. Donc on a toujours été proches depuis que je suis petit, on n'est pas loin géographiquement, donc
on se connaissait depuis tout petit, on a fait même les jeunesse ensemble d'ailleurs. Et donc lui, il les faisait, il était déjà en équipe de France à partir de 2014, je crois. Donc c'était un premier à fonder l'équipe de France par là. Donc j'avais déjà un petit peu cette vision-là des choses. Et ouais, je sais pas, c'était vraiment. Ça se développait petit à petit. Je sentais que chaque année, les compétitions, ça ramenait un peu plus de monde, c'était un peu mieux élaboré. Il y avait des gens qui s'intéressaient de plus en plus. Donc, je sais pas, inconsciemment, je me suis toujours dit, c'est à travers mon parcours, je vais faire évoluer ça aussi. Mais voilà, c'est vraiment chaque année, il y a eu des évolutions, donc ce serait dur de dire. Il n'y a pas eu un truc d'un coup qui a changé. C'est voilà, au début, le, c'était vraiment très basique. Et en fait, au fur et à mesure, ça évolue encore aujourd'hui. Donc, je trouve ça Oui, super. oui, oui. Mais Non, voilà, c'est très très bien. c'était vraiment le début. Et je crois qu'on a fait les premiers championnats de France para en 2016 ou quelque chose comme ça. Moi, les premiers, c'était en 2017. Et chaque année, il y a de plus en plus de personnes, de participants. Donc, ouais, ça se développe bien. Je suis très content de ça. Mais voilà, moi, de mon prisme à moi, je pourrais pas dire que moi je l'ai vécu, parce que ça a vraiment été linéaire, quoi. Ouais. Donc, et en 2018, donc tu deviens champion de France para. C'est ça. Ah oui, Et, c'était peut-être 2018, du coup, ouais. mon premier. Ouais. Et donc, ça signifie quoi pour toi en tant qu'être humain, en tant que pratiquant? Ça représentait quoi d'être champion de France? Euh, alors, je vais être honnête, il n'y avait pas encore on n'était pas beaucoup de la catégorie. Moi, dans les circuits un peu, dans les Open, tout ça, j'avais déjà l'habitude de gagner, donc entre guillemets. Et c'était pas le titre François qui était. Enfin, le titre de champion de France, c'est beau, mais c'est dur à. Enfin, j'étais assez jeune aussi, c'était 2018, donc j'avais 17 ans. J'ai pas trop. Je sais pas, je saurais pas dire comment je l'ai vécu. En fait, j'avais travaillé pour ça, donc j'avais commencé à travailler vraiment des katas, j'avais commencé à travailler genre Onsu, des choses comme ça. Mhm. Donc, voilà, c'était mon objectif et ça s'est très bien passé. Mais, euh, mais je dirais que c'est un peu, enfin, comme j'avais travaillé pour, enfin, j'ai pas été surpris de la chose. Et c'est dur, en fait, pense pas avoir, je pense pas avoir, conscientisé que c'était champion, enfin, ce que ça veut dire Mhm. champion de France, etc. Donc, je saurais pas dire ça, mais je sais que, forcément, j'étais heureux. Et ça a marqué aussi quelque chose, parce que c'est vrai que je m'étais battu, je faisais même des compétitions valides, même en national, Mhm. chercher un petit peu ma place, entre guillemets. Et là, il y avait un titre qui s'offrait à moi, enfin, on m'offrait ma place, entre guillemets, j'ai un handicap, mais je peux faire de la performance. Et la fédération française me donne l'opportunité de le montrer avec ces championnats. Et donc, non, c'était super. Ça a été un cap qui a été quand même important. Et en plus, Mhm. ce jour-là, on m'a dit, quelqu'un de la Fédé est venu en me disant, nous, on cherche quelqu'un pour le championnat du monde. Enfin, on cherche quelqu'un. On a vu tes performances et on pense que tu pourrais faire le championnat du monde. Bon, j'avais pas du tout le niveau que j'ai aujourd'hui, mais pareil, le niveau global mondial était moins haut qu'aujourd'hui. Et on est venu me voir, on m'a dit ça, et moi ça m'a. Et j'étais trop jeune, donc ça, ah oui, parce que j'avais que 16 ans, j'avais 16 ans. Et on s'avait perçu que j'étais trop jeune et que sur le règlement il fallait avoir 18 ans pour faire les seniors. Mhm. Et, et du coup, ouais, en fait, j'ai pas pris ça comme une frustration. Je me suis dit, ok, ça veut dire que là, ça me donne juste, allez, 2 ans pour me dire, je travaille à fond pour préparer les prochains championnats qui vont arriver. Mhm. Et aujourd'hui, on me fait confiance enfin, on est prêt à me prendre en équipe de France. Donc, ça m'a donné comment dire, un objectif en plus. Donc, ouais, ça a été je pense que ça a été un élément déclencheur, ce truc-là, de me dire, ok, on me fait entre guillemets confiance pour faire ça. Et donc, c'était le même jour, hein, c'était quand j'étais champion de France la première fois. Et donc là, je me suis dit, c'est parti, quoi. Mhm. Ça me donne un objectif, ça me fait miroiter quelque chose, donc let's go, quoi. Voilà. Tu avais 2 ans pour te préparer, pour arriver à cette échéance et arriver là où on t'attendait, quoi. Donc, C'est ça, ouais, je suis c'est assez perfectionniste, extraordinaire. en fait. Donc, je me suis Ouais. dit, je vais pas, enfin, je faisais du bon karaté, mais je savais que je pouvais faire mieux, parce qu'en fait, moi, je participais aussi en valide, et donc, je savais que Mhm. j'avais encore un niveau inférieur au valide en kata. Et donc, je savais que, parce que forcément, le handicap visuel, de l'équilibre, du Mhm. repérage dans l'espace, de la coordination, forcément, ça handicape beaucoup. Donc, Mhm. je savais que j'avais beaucoup de travail. Et mon entraîneur, je pense qu'en fait, même moi, je me suis dit, let's go. Et mon entraîneur, il s'est même pas posé de questions. Enfin, pour lui, ça a été logique aussi de bosser là-dessus. Et du Ouais. coup, ouais, on a bossé à fond tous les deux. Et voilà.
Et comment s'est passé ces échanges et ces championnats avec les valides? Parce que là, ça fait 2 fois que Ouais. tu en parles. Et comment ça se passait pour toi? Donc, bon, tu étais dans la même catégorie que toi. Donc, les valides, tu fais tes championnats. Donc, ça veut dire Mhm. que tu étais qualifié dans les départements, etc., pour pouvoir monter aux France, donc ce qui est déjà beaucoup, parce qu'il y en a plein en valide qui ne vont pas à ce Ouais. niveau-là. Donc, comment ça se passait un petit peu pour toi? C'était une motivation? C'était de te confronter aux autres? C'était une source de motivation? C'était quoi? Ok. Je sais ce que je vois toujours la caméra, ça va? Je suis pas. Oui, Ok, ok, ça toujours. va. Ok. Bon, c'est jamais, je préfère demander. Du coup, ouais, en fait, tout simplement, je faisais les régionaux, enfin les départementaux régionaux, tout ça, et je me suis qualifié une fois, comme ça. Et on s'est dit, bah, est-ce qu'on y va ou pas? Et en fait, parce que même régional, en fait, je connaissais un peu enfin les gens me connaissaient, je connaissais un peu les gens, donc ils m'acceptaient sur le tatami, mais normalement, on n'a Mhm. même pas le droit d'aller sur le tatami avec des lunettes, donc bon, c'était, on s'est dit, est-ce qu'on le fait ou pas? Finalement, on a essayé d'appeler des gens à la fédé, tout ça, pour dire est-ce que c'est possible que, avec mon handicap, le fait que je dois avoir des lunettes, je peux quand même me faire les championnats de France, tout ça. On s'est arrangé avec des gens, enfin, on a trouvé. Enfin, vraiment, la première fois, c'était vraiment freestyle quand on y arrivait, vraiment. On connaissait pas le monde de la compétition. Je me rappelle, il y avait tout le monde qui avait les beaux survêts, tous les beaux survêts de leur équipe et tout. Moi, je suis vraiment arrivé avec ma famille. Je me rappelle, mon entraîneur n'avait même pas pu venir parce que c'est pas un club de compète. Donc, vraiment, c'est un entraîneur qui entraîne tout le monde et il pouvait pas Mhm. forcément se déplacer tout le temps. Et enfin, il n'y avait pas un pôle compétition, quoi. Et je me rappelle vraiment être arrivé avec ma famille, vraiment, le mec, il est un peu différent. Enfin, au-delà du handicap, ça se sentait que j'étais pas compétiteur comme les autres. Ouais. Mais, mais c'était vraiment une première expérience là-dessus. Mais en fait, dans toutes ces choses-là dont on parle, moi, je ne me suis pas vraiment posé de questions. Pour moi, j'avais un peu ma place finalement. Et moi, mon point de vue, c'est je mettais mes lunettes et je me disais, moi, je dois être jugé. Alors, je sais pas la vision des arbitres, mais moi, je dois être jugé comme quelqu'un qui voit. C'est-à-dire, je mets mes lunettes parce que Mhm. je crains la lumière, tout ça. Mais à partir du moment où je rentre dans le tatami, sur le tatami et quand je rentre à ce que je sors, je dois être jugé comme les autres. Pour un petit peu au début, forcément, je dois être un peu guidé pour rentrer, pour me mettre bien au Ouais. milieu et tout. Ça peut, on va dire que l'erreur, si je suis pas parfaitement au milieu du tatami, on peut l'expliquer. Mais par contre, qu'à partir du moment où je commence mon kata jusqu'à ce que je le finisse, je dois être jugé comme les autres. Et ça, c'était mon point de vue. Après, je sais pas comment il a été pris, mais c'est pour ça que je l'ai fait. Et franchement, il y a eu un bon accueil de la plupart des gens. Forcément, comme ça a changé, je pense qu'il y a des gens qui n'étaient pas trop pour, mais il y a plein de gens qui étaient à fond avec moi et tout. Et franchement, les athlètes, il y avait plein d'athlètes. Je pense que, enfin, en tout cas, j'ai pas eu de trucs trop négatifs. Il y en a qui ne m'ont pas forcément parlé au début, mais il y avait plein d'athlètes qui étaient enfin, très, qui ont aimé ma démarche, quoi. Et j'ai créé plein de liens à partir de ça. Et donc, ouais, c'était mes premiers championnats comme ça. Et quasiment tous les ans, je fais au moins la Coupe de France, au moins les championnats de France en valide. Et pour moi, il y a ce côté de me confronter aux autres. Et à partir de ma sélection en équipe de France, c'était aussi de me dire, je me confronte à un niveau de gens qui n'ont pas de handicap. Donc, je veux vraiment le meilleur niveau Mhm. en France. Et toujours me confronter au meilleur parce que c'est comme ça qu'on évolue, en fait. Oui, De se confronter à exactement. un meilleur que soi. Et de se confronter à des gens aussi différents. Parce que du coup, ben, c'est quand même, ils n'ont pas les problématiques que j'ai. Et il y a aussi de plus en plus, je trouve un côté aussi, enfin, c'est quasiment une préparation que je fais les championnats de France. Et, euh, et pour moi, il y a aussi un côté un petit peu message à passer aussi, qu'on peut faire de la perf en ayant un handicap et que ben, faut des fois un petit peu casser les barrières pour, enfin, voilà, des fois, il ne faut pas trop se poser de questions et essayer de faire les choses. Souvent, ben, on peut être déçu ou avoir des difficultés, mais il y a plein de choses qui peuvent, enfin, il y a plein d'histoires qui peuvent se créer et j'ai plein d'histoires très belles à propos de ces compétitions valides et c'est génial quoi. Genre, et même moi, maintenant, je me sens à ma place là-bas. Mhm. Il y a même plus de débat. À l'époque, il y avait un Oui. débat. Là, je suis rentré ce week-end de la Coupe de France. Là, je suis rentré lundi, dimanche et voilà, j'y étais. Il n'y a pas eu de débat. Les gens étaient à fond derrière moi quand je faisais mes katas. Je passe 3 tours. Je finis au troisième tour, je perds contre Fabien Tran, qui est un très bon Mhm. athlète français, souvent sélectionné en équipe de France valide.
en équipe, etc. Donc, en fait, j'avais largement ma place en tant qu'athlète, en tant bien sûr. qu'athlète. Et maintenant, c'est même plus. Enfin, voilà, ça devient normal. Et ça, c'est un vrai cap, je trouve aussi. Et voilà. Oui, et puis ça Et permet aussi, aux gens de s'habituer à te voir et donc à voir qu'il y a des gens qui c'est ne ça. sont pas valides, qui ont un handicap, mais qui viennent quand même se confronter, avec eux, quoi. Et donc, qui C'est ont, ça, cette même recherche, quoi, de perfectionnement. exactement. Et je pense que ça marque même dans le côté, comment dire, inconscient, je dirais, inconscient un peu collectif parce que là, c'est du karaté en soi. Bon, maintenant, ça fait partie de ma vie, mais il y a des gens, c'est juste enfin, c'est une passion, c'est juste une pratique, mais que ça montre aussi que même dans la vie de tous les jours, on est capable aussi avec du travail de faire des choses ben, géniales en travaillant, malgré un Mmh. handicap. Et juste, en fait, ben, casser un peu la barrière et de dire, ben, je viens me confronter à vous. Et ouais, c'est sûr que je serais pas champion de France valide parce que derrière, il y a des athlètes qui sont incroyables. Ben, je peux au moins faire les premiers tours et aller chercher le plus haut possible et aller Mmh. me taper contre des athlètes qui ont un très bon niveau quand même, même en y voyant, et que j'arrive à quand même les faire trembler. Et, Mmh. et franchement, ça, c'est une fierté. Et en plus, ouais, ça change les choses. Et là, par exemple, ce week-end, il y a même des enfants qui sont venus faire des photos avec moi. Et aussi, c'est ça qui est cool, c'est le côté. Je me dis que eux, enfin les plus jeunes, on va dire, en fait, peut-être qu'ils se poseront moins de questions quand ils verront quelqu'un avec un handicap dans leur vie, parce Ouais. que ils savent qu'il peut faire aussi des grandes choses, des belles choses. Et, c'est aussi changer ce regard-là pour les jeunes, pour aussi les parents, en fait, les familles. Parce que quand une compétition, il y a toutes les familles, il y a pas forcément que des compétiteurs. Donc, fait, changer un petit peu ce regard global, c'est important. Maintenant, au niveau des compétiteurs, je suis assez connu. Enfin, en sport Ouais. de compétition, ils me connaissent, quoi. Mais changer un petit peu le côté global et que maintenant, ce soit Ouais, et puis ouais, que ça inspire, hein. Que je ouais, pense c'est ça. aussi que ça inspire, que les gens se disent: «Ah oui, mais je connais quelqu'un qui, est dans cette situation Mm. et il peut quand même arriver à un haut niveau, Moi, malgré ça». j'ai du mal à penser que je peux inspirer, mais au moins que je puisse normaliser la chose, de dire Mmh. ça existe aussi. Je trouve que c'est important et je trouve que ça marche plutôt bien actuellement. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi de faire les championnats valides. Et, euh, et voilà, ça se passe toujours plutôt bien. Excellent. En 2021, si je me trompe pas, tu rentres en équipe de France et tu remportes pour ton premier mondiaux une médaille d'argent. Comment C'est ça ça. se passe? Comment ça se passe, ce championnat du monde? OK, on sait que tu t'es préparé pour ça, que tu veux aller chercher, que tu veux de la perf, que tu veux te taper, les meilleurs et montrer que tu es présent pour ces championnats du monde. C'était il y a 3 ans, Mm. donc c'est assez frais encore, je dirais. Ouais. Ouais. Et comment s'est passé ces championnats? Alors, ouais, tout d'abord, en fait, du coup, quand on m'a sélectionné pour les mondiaux là, en 2018, en fait, j'ai attendu 18 ans et quand j'ai eu 18 ans, ça a été Covid Oui. quand j'étais commencé à être Mmh. sélectionné aux Europes de 2020, je crois. Donc, on a eu Covid là pendant 2 ans où on n'a pas eu de Mmh. compétition. Donc forcément, moi, ceux de 2021, ça faisait 2 ans non, ça faisait 3 ans, 3-4 ans que je bouillonnais parce que je travaillais. Enfin, après, je suis assez quelqu'un de patient, donc en fait, enfin, pour moi, être patient, c'est aussi, c'est pas rien faire, c'est juste travailler pour quelque chose, mais savoir aussi attendre le bon moment. Mmh. Et, euh, et du coup, ça a été un peu long parce qu'il y a eu les 2 ans de quand j'étais encore mineur et après les 2 ans de Covid. Donc 2021, j'étais à fond. Euh, donc ouais, c'était ma première expérience. C'était beaucoup de découvertes parce que c'était la première fois que je partais. C'était quasiment la première fois que je sortais de la France, quasiment. Que je faisais autant de kilomètres, que je partais avec l'équipe de France. Bon, on avait déjà commencé à travailler à partir de 2018, 2019 peut-être, avec Ahmed Zemouri en équipe de France. Donc on avait déjà entamé une belle préparation, quand même sur plusieurs années. Mais donc là, c'était vraiment le moment de concrétiser. C'était beaucoup de découvertes, puisque forcément, partir comme ça, 2021, en plus, c'était à Dubaï, donc c'est un univers totalement différent. C'est dur de rester, enfin, de découvrir tout ça quand on n'a pas l'habitude. Le rythme de la compétition, être à l'étranger,
gérer les entraînements à l'hôtel, parce qu'on était resté 10 jours là-bas. Parce que moi, c'est sur les derniers, les paras, c'est souvent les derniers jours de compète. Donc, C'est ça nous ça. fait une grosse période d'attente de la compète. Donc, gérer tout ça, c'est un vrai. Enfin, voilà, j'étais assez jeune, enfin, j'avais la vingtaine. J'étais assez, on va dire, inexpérimenté sur l'international. Donc, c'était vraiment beaucoup de choses comment dire, à digérer d'un coup. Mais c'était vraiment des très bonnes expériences. Et sur la compète en elle-même, j'ai pas forcément. Enfin, en fait, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'avais préparé les choses pour. J'avais pas du tout le niveau que j'ai aujourd'hui. C'est aussi ça que j'aime bien, c'est que même si j'avais fait une belle médaille, j'avais pas. Il y avait plein de choses qui allaient pas par rapport à maintenant. Et donc, je suis aussi content de cette évolution. Mais franchement, j'ai pas trop de souvenirs de. C'était tellement intense en fait que pour moi, enfin, j'étais vraiment dans mon truc et voilà. Et je sais pas, j'ai fait mes tours petit à petit. Finalement, c'est passé où je vais en finale parce que je réalise des katas assez bien. Et alors, le niveau monte énormément ces dernières années. Hein. Donc, il y a 3 ans, le niveau n'était pas le même qu'aujourd'hui. Tout comme mon niveau n'est pas le même qu'aujourd'hui. Donc, bon, voilà, Hmm. c'est Tout un peu évolue. corrélé. Ouais, exactement. Et c'est aussi parce que du coup, le para se développe et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de niveaux et c'est trop cool. Mais du coup, je ne saurais pas vraiment expliquer ma compète. C'était tellement naturel pour moi d'aller faire mes katas. Et après, je me rappelle juste de un peu la finale où il fallait s'adapter parce qu'on savait pas trop l'heure. Enfin, l'heure changeait. Et moi, la finale, en fait, je l'ai même pas abordée comme une finale. Franchement, je me suis juste dit, je dois faire mon kata et voilà. Et ce serait dur de dire vraiment. Enfin, j'avais pas la conscience, tout comme ce qu'on disait sur le chemin de France tout à l'heure. J'avais pas trop le truc de me dire, ah, c'est le championnat du monde. Parce que pour moi, c'était tellement la première fois que je le faisais que j'avais pas une conscience de ce que ça représentait en fait. Et j'étais juste là en Mhm. mode, je dois faire ce que j'ai à faire. Et après, voilà, la finale se passe. Moi, j'avais encore un peu d'immaturité. Je sors Gangaku, un kata qui était quand même assez récent pour moi. Donc, un Mhm. kata avec des équilibres sur un pied, avec une rotation sur un pied, enfin des choses vraiment très Oui. techniques qui sont une prise de risque par rapport au handicap qu'on a voulu mettre en avant, mais Ah aussi oui, qui est énorme. oui, voilà, j'étais encore un peu immature là-dessus. Et donc, mon travail sur l'équilibre n'est pas top, top à ce moment-là. Donc, je perds un adversaire qui a un travail plus propre et forcément plus expérimenté, tout ça. Et donc, je perds, mais bon, quand même, une première, deuxième place, enfin, pour une première compétition, une deuxième place, c'est assez fou. J'ai mis du temps à être conscientisé, en fait, au début, c'est dur parce que quand on est dedans, on n'a pas forcément le recul là-dessus. Et ouais, maintenant, je suis très fier de ça, mais ouais, c'était une compétition un peu particulière. En plus, il y avait le protocole Covid, il n'y avait pas de public. Enfin, Hmm. c'était vraiment plein de nouvelles choses. Et maintenant, c'est quelque chose que j'adore. Mais c'est vrai que c'était un petit peu. Ce serait dur de vraiment expliquer ce qu'on ressent parce que c'est tellement à la fois de tout. Enfin, c'est beaucoup de choses, quoi. Genre, c'est Oui, vraiment. oui, oui, non, mais je comprends tout à fait. Tu sais, moi j'ai été en équipe de France cadet junior, donc ça Ouais. remonte dans les années, début des années 90, donc Mm. ça commence à dater. Et je me rappelle des championnats d'Europe au Portugal, j'avais 16 ans. Bon, voilà, t'arrives là, tu fais ton truc, mais bon, tu sais que tu es là, tu sais pourquoi tu es là, mais en même temps, tu réalises pas tout ce que ça C'est ça. représente. C'est C'est très après dur où de tu te rends réaliser, ouais. compte. Ouais, Mm. sur le moment, tu le vis, mais je pense que c'est avec l'expérience aussi, avec petit à petit, où tu connais les enjeux, tu connais les compétitions parce que tu connais les rouages, tu t'es habitué à ce Exactement. niveau-là. Et donc là, il y a vraiment une recherche de perf parce que tu t'es habitué, tu connais les conséquences, tu sais tout ce qui va avec. Alors C'est qu'au ça. début, c'est comme quand tu vas la première fois des championnats de France, quoi. Il y en a Ouais, beaucoup, exactement. quoi. Ils sont dans leur département, dans leur région, et puis d'un seul coup, ils sont propulsés à Paris, et puis là, ils découvrent un univers, mais comme tu racontais tout à l'heure, voilà, c'est un nouvel univers. Il faut composer avec celui-là, que ce soit en département, ligue, national et international. Je pense que c'est la même chose à chaque fois. C'est un nouvel univers qu'il faut s'approprier, le vivre complètement. Et en Exactement. parlant de ça, est-ce que tu suis aujourd'hui des préparations, tu es suivi en préparation mentale, tu as quelqu'un que tu vois ou tu fais toi tout seul? Alors, préparation mentale, malheureusement, je j'arrive pas à trouver les fonds pour me payer
une préparation mentale, on va dire, sur le long terme. J'en ai eu un petit peu D'accord. sur les derniers, je crois, sur les derniers, peut-être l'année dernière, allez, on va dire il y a un an, l'équipe de France nous a mis un petit peu un côté, une cellule un peu préparation mentale, mais Mm. qui a duré quelques mois. Donc ça a servi, mais en même temps, c'est vrai que du coup, il faut que ça dure sur le long terme, et c'est pas forcément évident de trouver quelqu'un pour la Fédé, de trouver quelqu'un sur le long terme. Et moi, de manière personnelle, j'ai pas encore, j'arrive pas à trouver des sponsors qui peuvent payer entièrement une prépa mentale. Mm. Donc aujourd'hui, tout ce qui est, enfin, on va dire tout ce qui est dans la compète, un petit peu aborder son kata, etc. Euh, En vrai, on travaille quand même pas mal. Moi, je travaille du coup maintenant avec Ahmed Zemouri, euh, qui est à Sarcelles là, et du coup, je suis au Mm. pôle kata de Sarcelles. Donc Ahmed a un côté, enfin sur la combativité, sur tout ça, dans le kata, sur la réflexion, tout ça. Forcément, il m'aide. Après, ça reste dans le karaté. Et tout ce qui est extérieur, c'est un peu plus dur de trouver un vrai préparateur mental qui me suit sur de l'extérieur. Mm. Enfin, c'est toujours mieux quand on a quelqu'un vraiment dédié à ça et qui est pas, enfin voilà, quelqu'un qui est vraiment où on peut tout lui Oui. céder et que c'est vraiment juste le préparateur mental et pas en même temps l'entraîneur. Tout ça. Moi, j'ai pour espoir de trouver quelqu'un et trouver peut-être un sponsor qui puisse un petit peu m'aider là-dessus. Ouais. Après, moi, au niveau motivation et tout, ma personnalité de base, je suis quand même quelqu'un de motivé et de travailleur, donc ça va. J'arrive avec l'expérience aussi, comme on disait, avec tout ce qui est expérience, tout ça, à vraiment atteindre un état à la fois d'être très présent pendant ma compétition, mais à la fois de lâcher un peu prise. Enfin, c'est un espèce d'équilibre à trouver qu'on retrouve beaucoup chez les athlètes. Et ça, j'arrive un petit peu à le retrouver de plus en plus, d'être à la fois très alerte et très dans le moment présent, mais à la fois en se détachant un petit peu du résultat. Et ça, Ouais, ça être aide dans la beaucoup zone, pour. ouais. C'est ça. Et ce truc-là, c'est dur de l'atteindre tout seul, mais franchement, je commence à bien. Avec l'expérience, je commence à y arriver. Mm. Mais c'est vrai que là, actuellement, j'ai pas de suivi propre, enfin, de vrai suivi coaching mental. Et ça me manque un petit peu. Après, j'ai pas forcément le temps, mais enfin, je sais que mon travail de cette année, ça a été de trouver quelqu'un. C'est pas encore le cas, mais je vais essayer de trouver Mm. et trouver des fonds pour le payer. Mais Bon, ben voilà, si vous regardez et que vous êtes motivé, que vous avez un budget sponsoring à mettre en place ben, pour un athlète, hein, vous savez ben, vers qui vous dirigez, il en a besoin, donc n'hésitez pas, allez-y, contactez-le, vous trouverez ben, ces informations dans la description, allez-y, c'est important. Le sponsoring pour les athlètes, c'est très important parce que surtout en karaté, c'est pas professionnel, donc ils ont besoin de ces supports financiers pour pouvoir ben, continuer leur carrière. Et là, je pense aussi que c'est vraiment super important. C'est dans la préparation mentale, il est suivi techniquement et en préparation mentale pour tout gérer en même temps. Ça serait super. c'est ça. Donc, pensez-y, si Merci, vous avez un budget sponsoring, ce serait super. merci beaucoup. Dis-moi. Mais non, merci. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est super important. J'essaie de vraiment le gérer seul, mais c'est vrai que quand on peut un peu le déléguer à quelqu'un et vraiment Mm. qu'on ait un espace avec cette personne pour un petit peu mettre les doutes, les motivations, enfin voilà, avoir un vrai travail. C'est vrai que ça change la donne et ouais, donc voilà, c'est gentil. Et c'est vrai que ça peut être. Mm. C'est actuellement, je pense qu'il peut me faire passer encore un cap. C'est ce travail-là, Mm. les prochains mois, voire prochaines années, quoi. Ouais. On continue sur ton parcours. Lors des Parfait. derniers championnats d'Europe, tu décroches l'or. Tu es champion d'Europe. Ouais. Et quelles ont été les clés, d'accord, de cette victoire et l'émotion liée à ça? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as fait pour ressentir ça et pour le vivre? Alors, c'est marrant parce que du coup, il y a eu beaucoup de. Je trouve que j'ai trouvé vraiment. Alors, il y a eu un gros travail technique, notamment avec Ahmed. Je travaille aussi avec Enzo Montarello sur Marseille. Donc, je travaille avec les deux. Donc, il y a eu un vrai travail cette année de. Enfin, moi, j'ai changé de club parce que du coup, je passais à Marseille pour mes études. Et parce que du coup, je suis plus dans le petit village où je suis aujourd'hui. Mais du coup, ce travail-là, technique, il a été super important. Il y a le travail avec Manon aussi. On a beaucoup de travail technique. Enfin, on a eu un travail depuis l'année dernière sur beaucoup de la technique,
sur vraiment atteindre la performance qu'on attend en international, parce qu'en plus, il y a beaucoup d'arbitres japonais, etc. en international. Donc, des, des gens qui sont très, très pointus sur la technique. Donc, c'était un Hmm. gros travail pour moi. Euh, ouais, je dirais que au-delà de ce travail technique où j'ai passé un énorme cap, il y a aussi le travail un petit peu mental, justement, ce qu'on disait. Moi, vis-à-vis de moi-même, d'être bien sur mon tatami. Et même dans la compétition pendant ce championnat d'Europe, j'ai senti que euh, je prenais, euh, je prenais de l'aisance. En fait, j'essaye de voir maintenant le tatami comme vraiment une scène, je sais pas comment t'expliquer, mais vraiment que c'est mon espace et que je dois vraiment démontrer mon travail. Et ça a été Hmm. un gros, gros cap à passer de prendre. Je pense que c'est un peu ça, chez les artistes qui sont sur scène, c'est je sais pas, de prendre l'espace, de prendre un petit peu de montrer son travail, de prendre un petit peu que tout le monde te regarde et que tu n'aies pas honte de ton karaté, que tu montres vraiment tes techniques, que tu prennes ton temps, etc., que tu sois vraiment dans le combat, dans une démonstration de combat, et que c'est pas juste une démonstration de mouvement. Et ça, c'est dur parce que quand on est sur un tatami au milieu d'un énorme stade, c'est dur de ne pas se laisser bouffer par la pression, même juste par la tension qu'il y a autour de nous, surtout quand on ne voit pas le public. Parce que moi, il y a aussi tout Hmm. ça. Il y a une grande salle, en fait, je vois pas le public. Le son est très différent que dans un dojo. Donc c'est immense, donc il n'y a pas la même résonance. Les tapis c'est plus ou moins dur. Pour moi, c'est des gros, comme je suis beaucoup sur les sensations, ça peut être des gros facteurs de stress, qui soient plus ou moins glissants, plus ou moins mous, etc. Donc ça me crée beaucoup de stress et j'avais du mal parfois à rester bien lucide pendant mes katas en compète. Et là, j'ai fait un gros cap où j'ai vraiment j'étais vraiment à ma place sur le tatami. Et ça Hmm. s'est vu directement, tout le monde nous l'a dit. Et je pense que ça a eu un gros impact sur cette compétition. Donc voilà, ça a été beaucoup la confiance, parce qu'il y avait aussi tout le travail technique derrière. Et voilà, je sais pas, j'étais à ma place en fait, je me suis senti vraiment à ma place. Donc ça, c'est sur le côté plus technique, voilà, je me suis vraiment senti bien et ça s'est vu et c'est aussi pour ça que j'ai pu gagner. Après le titre en soi, c'est incroyable de faire champion d'Europe parce que j'avais tourné un petit peu, j'avais fait plusieurs médailles de bronze, etc. Et là, Hmm. c'était la première en or, surtout avec des très gros adversaires avec un très bon niveau. J'avais fait bronze au monde juste avant, là, il y a un an, où je passe à côté de la finale et du coup, je fais une petite finale qui se passe très bien et en plus, par rapport à la finale, j'aurais pu largement faire mes preuves. Donc, j'avais vraiment la rage de vaincre de ces mondiaux à ces Europes parce que je savais que j'avais ma place en finale. Donc ouais, c'était fort. Et même sur ma finale, est-ce que tu veux que je te parle un petit peu des sensations que que j'ai pu Oui, avoir pendant oui, cette oui, bien compétition? sûr, ouais. Ouais, du coup, désolé, je prends un peu mon temps à tout expliquer, mais Non, au mais pire, non, mais je c'est ferai des petites super. coupures, hein. Mais, euh, mais du coup, ouais, moi, je me rappelle vraiment de cette finale où, en fait, j'étais tellement à ma place, genre, j'atteins un peu l'état de flow, entre guillemets, où vraiment, je me rappelle de cette entrée. En fait, c'était bien parce que vraiment la mise en place de la finale, c'est vraiment quelque chose de. Il y a la musique, il y a l'ambiance, il y a le son, on attend vraiment dans le ça. C'est là quand on rentre sur le tatami, enfin, quand on rentre sur l'espace enfin, dans l'arène, quoi. Vraiment, on entend ça bouffe. Enfin, je trouve que c'est très puissant comme sensation. Et quand on est prêt, et je trouve que ça, pendant la tête, c'est important aussi de savoir qu'on a bien travaillé pour cette échéance. En fait, moi, je savais que j'avais même pas de stress, j'étais juste en mode, je fais mon travail. C'est comme, enfin, je sais pas, moi, en fait, c'est ce que je sais faire de mieux, c'est ce que je Hmm. travaille de mieux. Et en fait, j'ai juste à faire mon kata. Donc, en fait, j'ai juste à me sentir bien et y aller. Et vraiment, je me rappelle vraiment d'être galvanisé par l'énergie. Là où avant, quand je rentrais dans la salle et tout, j'avais un peu le stress de ah comment va être le son, est-ce qu'il n'y a pas trop de bruit, est-ce qu'il n'y a pas trop de lumière, est-ce que ça résonne pas trop, est-ce que tatamis vont pas glisser. Là, je me suis juste dit je sais ce que j'ai à faire et j'y vais quoi. Donc ça Hmm. c'était le gros cap et je pense que c'est vraiment un état qu'on a avec l'expérience qui est trop important. Et donc vraiment cet état de bien-être en fait, de pas de stress, pas de j'ai juste mon truc à faire. Et donc je fais mon kata, ça se passe très bien. Bon, c'était un peu tard, les finales pour les malvoyants, c'est le samedi soir. Et le lendemain, il y a toutes les équipes qui font les combats équipes. Donc souvent, il y avait plein d'athlètes qui vont se coucher tôt, enfin qui rentrent tôt à l'hôtel le samedi soir. Il y avait pas forcément de public beaucoup, mais en tout cas, il y avait le public de l'équipe de France qui était là. Donc ils étaient tous à fond derrière moi, c'était incroyable. Et ça s'est très bien passé. Je fais mon kata parfaitement, pareil Yongaku, donc avec les équilibres, tout ça, où je tiens très bien.
Et ouais, c'était juste. En fait, j'ai fait le boulot. Il y avait encore plein de petits détails techniques, hein, mais par rapport à ce que j'avais travaillé, j'ai fait le boulot, j'ai fait le contrat. Et ça passe très bien. Je crois que je gagne avec plusieurs points d'avance. Et, euh, et après, enfin, en fait, c'est dur parce que finalement, j'étais super content. Mais en fait, comme c'était ce pourquoi j'allais travailler, et en même temps, je m'étais focus sur, je pense que à mon kata. Enfin, je pense que à ma démonstration. Et ben finalement, j'ai même pas réalisé, comme on disait tout à l'heure, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser en fait le côté champion d'Europe. Pour moi, j'avais juste fait mon truc et voilà. Et Hmm. donc sur le coup, j'ai même pas trop réalisé. Et parce qu'en fait, je m'étais mis justement dans mon truc mental de me dire, j'ai préparé, enfin, c'est ce que j'ai préparé, je fais mon kata et voilà, en fait, je fais mon contrat. Une fois que j'ai salué à la fin, j'ai fait mon truc. Donc j'ai eu du mal à lâcher prise un petit peu sur le moment. Je pense que c'est avec l'expérience aussi qu'on arrive à, quand on a fini à lâcher prise, à être vraiment juste dans l'euphorie. Là, j'étais un peu dans le contrôle encore. Et mais après, moi, c'était incroyable quand j'ai vu, genre ils m'ont envoyé ma famille qui était derrière la télé ici en France, quand ils m'ont envoyé les vidéos. Ils ont fait péter des feux d'artifice dans mon quartier, genre c'était n'importe quoi. Là, j'ai un peu plus réalisé avec ça. Et j'étais content aussi d'avoir rendu fier ma famille. Mais après, c'est vrai que moi, sur le coup, ouais, j'ai pas trop senti. J'étais plus sur ma démonstration que sur vraiment l'après. Mais je pense que c'est ça qui est avec l'expérience de savoir profiter d'une victoire aussi. Ouais. Récemment, tu es l'ambassadeur du para-karaté Je et sais tu pas. as eu l'honneur de porter la flamme olympique à Carcassonne. Ça représente quoi pour toi? C'est de porter la flamme olympique, de représenter le para-karaté. Alors, alors c'est particulier parce que oui, du coup, je devais la porter chez moi en plus, hein, là où mes parents habitent, puisque en fait, il y avait une proposition je crois que c'était du comité olympique ou je sais plus, un Hmm. truc comme ça, enfin, en fait, quelqu'un m'avait proposé comme porteur de flamme, ils ont accepté, voilà, trop cool. Enfin, il y avait un tirage au sort, après, ils analysaient les dossiers et moi, ils étaient très partants pour que je vienne. Malheureusement, ça tombait sur quand on était à Zadar justement pour le championnat d'Europe. Donc, on a réussi à décaler et ils m'ont trouvé une place à Carcassonne, donc c'était un peu loin de chez moi parce que moi, j'habite vraiment dans le sud-est, entre Toulon, enfin, pas loin de Toulon, quoi. Et donc, je me suis retrouvé à Carcassonne sur une journée, on a fait l'aller-retour avec toute ma famille. Bon, c'est trop cool, mais voilà, c'était vraiment un peu on a trouvé que ça, donc ils m'ont mis là-bas. Hmm. Donc je sortais des championnats d'Europe. Alors pour être honnête, sur le moment, en fait, je sortais tellement de l'euphorie des championnats d'Europe où on passe une semaine en équipe de France à être vraiment dans le rythme de la compétition toute la journée, à être tout le temps dans son truc. En plus là, je sortais du coup du titre. Je viens de faire le titre, donc forcément j'étais un petit peu ailleurs et tout, donc j'avais vraiment plus d'énergie. J'avais plus d'énergie pour tout le côté être avec du monde, être avec du monde qui applaudit et tout. J'étais un peu KO, franchement, j'avais juste besoin de Hmm. repos. Parce que du coup, en plus, j'avais des partiels qui arrivaient juste après. Donc j'étais un petit peu vidé de toute énergie quand j'ai fait la flamme. Donc sur le moment, j'avoue que c'était un petit peu, ça passe très vite, hein. Franchement, c'est 200 mètres, ça passe super vite. Donc sur le moment, en fait, moi, j'ai pas ressenti enfin, j'étais vraiment KO. Et en plus, c'est toute la journée où il y avait des réglementations. Enfin, c'est moins fun que ce qu'on pense parce qu'il y a toute une réglementation. On doit faire ça comme ça, on doit prendre la flamme comme ça, on doit la passer dans tel sens. Enfin, Hmm. ça casse un peu le fun. Mais par contre, moi, ouais, je suis quand même fier d'avoir représenté enfin, moi, le plus important pour moi, je pense, c'est ouais, d'avoir représenté le para-karaté et aussi d'avoir représenté le karaté. Parce que, bah, forcément, on n'était pas olympique et forcément, c'est frustrant pour tous les athlètes. Et d'avoir un petit peu représenté le karaté et le para-karaté à ces événements olympiques, ouais, c'est important parce que du coup, même si c'est à une moindre mesure, être représentant du karaté dans ce côté olympique qui restera historique, ben, j'ai, j'estime que c'était important en fait Hmm. peut-être que les gens se disent ah ouais il est champion d'Europe et tout et on le voit même pas au JO. Pourquoi? Parce que les gens ils savent même pas qu'il n'y a pas le karaté, enfin que le karaté est enlevé. Et donc je trouvais ça, et nous même pour dire pendant 6 mois avant les JO, dès qu'on croisait quelqu'un qui voyait qu'on faisait du karaté, il nous disait alors les JO, vous faites les JO et tout. Et donc moi pendant 6 mois j'ai dû expliquer qu'il n'y avait pas le karaté au JO à tous les gens que je Hmm. croisais. Donc forcément, c'était frustrant, on va pas se mentir. Après, on a eu de très beaux JO, mais c'est vrai que pour des karatékas, c'était frustrant. Et voilà, être un peu
même si c'est, voilà, encore une fois, à moindre mesure, représenter ça, je pense que c'était bien. Et ouais, j'étais assez fier de représenter ça. Et c'était même pas du côté personnel, mais c'était un peu voilà, un message de dire bah, je suis fier de montrer que en tant que karatéka, on est là, quoi. Et, euh, et ouais, je trouve que c'était important et moi je suis assez fier de ça. Ouais. Ouais. Après, je sais pas comment c'était perçu, je sais pas si je trouve que c'est une bonne chose ou est-ce qu'il fallait boycotter, ça je sais pas. Mais moi j'ai Non, c'est trouvé toujours une ça. bonne chose. C'est Hmm, l'esprit, ça reste dans l'esprit olympique aussi. C'est c'est ça, que ça soit pas le karaté ou pas, qu'on parle de notre discipline, qu'on parle des arts martiaux, des valeurs qu'elle exactement. transmet, qu'elles soient mises en avant, même si c'est que porter la flamme, même si c'est que 200 mètres, et tu as fait partie de plusieurs karatékas qui ont porté cette flamme un petit peu partout. Donc Ouais, c'est très bien, parce que voilà, si vous êtes l'image à travers les JO, même si au JO c'est ils y ça. sont plus. Donc ce qui est Mais assez, j'ai eu certaines personnes qui m'ont dit de boycotter, etc. En fait, moi, pour moi, c'était mieux au contraire, mettre en avant ce qu'on faisait hmm, et peut-être que les gens se disent ah c'est bizarre, pourquoi ils y sont pas et, et de faire comprendre aussi qu'on a des grands athlètes de karaté. Quand je dis ça, c'est pas moi, hein, mais c'est genre hmm, qu'on a des très bons athlètes de karaté en France et on pouvait aussi représenter la France à travers le karaté. Mais ouais, je préférais faire ça, mettre en avant plutôt que de boycotter qui sert à rien parce que les gens enfin ne pas être là c'est quoi ça. littéralement enfin voilà personne Ça n'existe pas. voilà c'est ça donc autant voilà, le mettre en avant et voilà c'est une bonne expérience et ça se fait une fois dans la vie et même si c'était rapide c'était une bonne expérience en plus c'est ma famille qui a pu venir on est arrivé à deux voitures on a fait je sais pas, 5 heures de route aller je sais plus combien d'heures de route aller et pareil de retour le même jour mais c'était une super expérience et voilà c'est je pense à faire une fois quoi genre si on quand on peut le Hmm. faire c'est à faire. Non, c'est super. C'est super. Euh, tu parlais de tes partiels parce que en parallèle de tes exploits sportifs, de tout ce que tu fais, donc tu poursuis des études assez exigeantes. Donc, Oui. donc si c'est en études d'ingénierie, c'est ça, et ergonomie dans l'activité physique, c'est ça? C'est ça. Alors, il y a beaucoup Ok. de mots. C'est dur. Ouais, J'ai toujours du mal à expliquer parce que si je dis les mots exacts, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est juste un nom d'accord. de filière. Et du coup, ouais, je suis à l'université de Aix-Marseille, du coup. Et Là, je suis ça t'amène en. à quoi? Ça t'amène vers Alors, quoi? moi, du coup, comme je suis un athlète de haut niveau, j'ai un contrat avec la fac qui m'aide là-dessus, où en fait, je peux passer des années en 2 ans. C'est pour ça que là, je suis juste en licence, donc à ma Hmm, troisième année, mais parce que je fais mes années en 2 ans. Genre là, je suis à ma d'accord. Ouais. troisième année, parce que j'ai pas le Mhm, temps de faire tous les cours, malheureusement, avec les entraînements, tout ça. bien sûr. Et le fait que des fois, on compète, on part 10 jours et ça tombe souvent sur les partiels, tout ça. Donc voilà, j'ai besoin de cette aide-là de l'université. Et donc, je suis à la faculté des sciences du sport. Donc, alors il y a sport dedans, mais c'est beaucoup lié, enfin, c'est plutôt lié au mouvement humain. Donc, ça peut être dans tout ce qui est développement de produits ou développement d'interface, mais ça peut être, je sais pas moi, lié à plein de choses différentes en fait, euh, au secteur militaire, au secteur professionnel. Enfin, c'est pas que pour les sportifs, quoi. Mhm, C'est beaucoup sportif, mais c'est pas forcément que pour les produits sportifs. C'est un peu comment adapter l'interface à l'homme ou l'homme à l'interface, plein de choses comme ça. Alors, j'essaie de ouais. pas trop rentrer dans les détails, c'est dur, mais et du coup, il y a plusieurs masters qui est enfin, ça mène vers 3 masters qui sont un petit peu différents les uns des autres, mais qui gardent le même côté ingénierie et ergonomie. Et, euh, du coup, bah, voilà, je vais faire ça. Et si je Enfin, comprends bien, excuse-moi, si je comprends ouais, pas bien, de donc souci. c'est le genre de choses, par exemple, c'est l'interface, quand tu parles d'interface, par exemple, on prend une chaise, c'est comment rendre la chaise plus optimale Ergonomique. et Ouais, ergonomique par rapport au corps humain et par rapport au temps qui va passer dessus, etc. C'est de c'est ça, quoi, ça. aussi? Alors ça, c'est une partie, mais bon, ça, en fait, moi, ce que je fais là, ça mène à plein de métiers, mais dont celui-là. Donc Mhm. il y a beaucoup de physique, de maths là-dessus. Il y a connaître le corps humain, donc il y a beaucoup de bio. Et moi, j'aime bien aussi le côté de tout ce qui est cognitif, donc un peu plus comment l'humain va réagir Ouais. à telle stimulation, qui soit auditive, visuelle. Enfin Mm. voilà, le côté un petit peu plus cerveau, moi, ça m'intéresse pas mal. D'accord. Et moi, c'est plutôt la recherche qui m'intéresse, la recherche, soit recherche développement, donc aller faire des études sur certains outils. Ça peut être plein de choses. Il y a notamment Enzo Berton, je sais pas si tu vois qui c'est, qui est athlète en équipe Non, de je vois pas. France combat.
qui a fait ces études-là, qui travaille maintenant dans le secteur plus militaire, mais du coup qui travaille sur certaines interfaces. Mais il y a plein de choses qui se font. Ça mène à plein de choses. Moi, ce qui m'intéresse de plus en plus, mais c'est pas forcément ce que je vais faire, c'est peut-être adapter enfin, développer des outils pour aider les personnes en situation de handicap visuel à pouvoir être autonomes. Genre, par exemple, maintenant, il y a les caméras qu'on peut mettre soit là, soit sur la lunette, par exemple, et Mm. pouvoir, ben, avec des algorithmes, etc., pouvoir décrire l'environnement et que la personne puisse se déplacer d'un point A à un point B seule, sans avoir forcément besoin d'un guide. Donc, moi, c'est juste une idée comme ça que j'ai en ce moment, mais ça peut mener à vraiment plein de choses différentes. Et c'est beaucoup de recherche, beaucoup de science, et à la fois, il faut être inventif, il faut être créatif. Et donc, j'aime bien ce côté un petit peu entre être créatif et à la fois, il faut être bon en sciences. Et parce qu'il faut faire plein de choses au niveau de recherche derrière parce que voilà, faut aller chercher les infos de manière scientifique. Et je trouve ça, le mélange des deux est super intéressant. Et franchement, on a plein de projets très cool. Donc voilà, c'est vers ça que je vais. Et voilà, j'essaie de gérer ça, plus le sport. Et j'ai des journées qui font parfois 8h à 22h entre les cours et après je vais direct en entraînement. Et quand je rentre, il est quasiment 22h. Donc ça fait des Ouais. très grosses journées. Pas tout n'est pas adapté à mon handicap. Donc c'est aussi beaucoup de travail d'adaptation à certains outils. En ce moment, par exemple, je fais de la programmation. Donc il faut adapter quelque chose de très visuel à moi qui n'ai quasiment pas de vision. Mm. Donc, on cherche des outils. Enfin, voilà, c'est beaucoup de travail pour tout ça. Mais voilà, mon but, c'est un jour pourquoi pas faire de la recherche là-dedans, en tout cas, et moi, ce que j'aime bien, c'est peut-être aider certaines personnes à leur autonomie, ou même à la performance, par exemple, dans le sport, voilà, avec des outils, en étant un peu inventif et à la fois en étant professionnel là-dedans. Et voilà, du coup, c'est un peu mon objectif, au-delà du sport, c'est faire ça que je Ouais. tends dans ma vie. Je- On ressent bien l'envie aussi d'aider. Et c'est sûrement aussi pour ça que tu interviens régulièrement dans les écoles pour partager ton parcours. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de ces interventions? Ouais, alors du coup j'étais pas mal sollicité par notamment le comité départemental olympique, alors plutôt dans le Var, donc plutôt là où sont mes parents. Pourquoi pas le faire plutôt sur Marseille maintenant que je suis à Marseille, mais là ces dernières années c'était là-dessus, surtout qu'il y avait l'année olympique, donc forcément il y avait plus de projets qui se Mm. mettaient en place. Et donc ouais, alors j'interviens, là ça fait un petit moment que j'ai pas fait, mais j'interviens beaucoup là ces dernières années avec des jeunes, donc ça peut être les écoles primaires, j'ai fait centre aéré aussi, même collège, même un lycée, enfin voilà, il y avait plusieurs niveaux, plusieurs, vraiment plein de choses différentes. Je crois qu'on m'a même proposé d'être parrain d'une école, ou d'un projet, enfin je sais plus, mais j'ai pas pu tout faire, mais j'ai fait le maximum. Et donc c'était un petit peu partager mon parcours, en fait, partager mon parcours en tant que personne enfin en fait en tant qu'athlète, mais à la fois forcément je parlais du handicap. Parce qu'en fait, c'est lié dans ma vie et je ne peux pas parler que de l'athlète, enfin, que du côté athlète ou que du côté handicap. C'était un petit peu le mélange des deux. Et donc voilà, c'était répondre à des questions, enfin, faire des questions-réponses un peu avec les enfants, enfin, les jeunes en tout cas. Donc c'est pour ça que je sais un peu les types de questions qu'ils posent. Et, des fois, comme je disais, c'est un peu direct et tout, mais c'est très intéressant de voir leur vision des choses. Donc c'est des questions-réponses. Souvent, je mène un peu la discussion et en même temps, ils posent des questions qu'ils veulent. Moi, je suis très ouvert. Enfin, ça ne me dérange pas de parler de mon handicap. Et au contraire, je trouve que c'est important de parler des gens qui ont un handicap, de ne pas le cacher. Et, euh, et voilà, parler un peu du parcours en tant qu'athlète. Justement, montrer un peu tout ça. Donc, on peut faire de la performance en handicap. On peut faire. Parce que les enfants, eux, ils voient beaucoup les médailles. Genre, ils comprennent pas trop le Mm. côté champion d'Europe. Ils savent pas trop ce que c'est Bien Europe sûr. ou monde. Ils ont un peu du mal des fois à comprendre. Mais par contre, c'est vrai que quand tu leur montres une médaille d'or, enfin, ils adorent quoi. Et donc mais à travers ça, c'est plus de dire ok, en fait, on peut apprendre aussi c'est comment apprendre avec un handicap. Donc, je leur montrer de travailler de l'élastique, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, pour montrer qu'en fait, on peut savoir où l'adversaire sans le voir. Donc, en fait, de passer par d'autres outils et d'autres sensations pour apprendre la même chose, en fait, qui est de juste savoir où est l'adversaire. Donc, ça peut être aussi adaptable, surtout que maintenant, il y a beaucoup d'enfants avec des handicaps dans les écoles. L'inclusion enfin, Mm.
par rapport à quand j'étais plus petit, il y a beaucoup d'inclusion dans les écoles. Donc, ils ont souvent des personnes en situation de handicap dans les écoles, enfin, parmi leurs camarades, en fait. Donc, c'est trop bien aussi de montrer qu'avec un handicap, on peut quand même faire des choses. Et donc, voilà, c'était un peu passer ce message. À la fois parler un peu de sport, parler un peu des JO, parler un petit peu du sport français, et à la fois parler de mon parcours de handicap. Et voilà, je liais un peu les deux. Et généralement, c'était très intéressant et ça s'est fait sur plein de trucs différents. Et à chaque fois, c'était une expérience intéressante. Et moi, ça m'apprend aussi à prendre la parole en public, parce que dans mes études aussi, c'est important de prendre la parole en public, créer des projets, tout ça. Même dans mon cursus, en fait, c'est important aussi d'avoir des projets, de créer des choses. Donc voilà, c'était cool. Et bon, je pense que je le referai dès que j'ai un petit peu plus de temps. Et voilà, les enfants, à chaque fois, ils sont trop contents. Je sens que ça change beaucoup les choses, parce qu'ils n'ont pas tous la même éducation vis-à-vis du handicap. On sent direct quand il y en a qui ont des personnes en situation de handicap dans l'entourage ou ceux qui n'en ont pas. Il y a une barrière qui est différente. Hmm. Et je trouve que casser un peu la barrière, aller les voir, qu'en même temps, ils voient qu'on peut être un grand champion et avoir un handicap. Enfin, un grand champion. Pour eux, en tout cas, les médailles, ça montre que j'étais un grand champion. En tout cas, c'est leur ressenti. Je trouvais que c'était. Je pense avoir vraiment. En fait, je me dis, si dans leur parcours de vie, en fait, ça peut changer leur état d'esprit vis-à-vis du handicap. Je sais que c'est maintenant que c'est quand ils sont jeunes, Hmm. enfin, les gens qui ont du mal avec le handicap, c'est pas forcément leur faute, des fois c'est juste qu'on n'est pas, enfin, dans la vie de tous les jours, on n'est pas habitué. Ben, je me dis, au plus on est habitué jeune, ben, au plus ça devient normal en fait. Et quand on grandit en tant qu'adulte, ben, ça devient normal pour nous. Et du coup, ben, faire ça avec, avec ces publics-là, ben, c'était trop intéressant. Et, euh, et je pense que ouais, si ça peut changer leur vision et que ça devienne des adultes qui soient plus ouverts, ou en tout cas plus habitués au handicap, ben, le pari est réussi, tu vois. Et je pense que pour la plupart, c'était le cas, et donc c'est trop cool. Et j'ai eu que des bons retours là-dessus. Donc voilà. Excellent. Tu parlais de projet Oui. et donc on arrive un petit peu sur la fin. Quels sont tes objectifs futurs, que ce soit au niveau karaté, avec la compétition ou en dehors de la compétition, par exemple l'enseignement et la reconnaissance du para-karaté, le niveau universitaire, quels sont un petit peu tes objectifs futurs? Moi, enfin, je travaille beaucoup pour plein de choses. Je dirais que sur le para, ouais, je cherche à ce que ce soit développé de plus en plus. Par exemple, Hmm. actuellement, on n'est toujours pas reconnu sportif de haut niveau par l'État. Ah, Donc, c'est aussi des messages à faire passer et aussi de se dire que là, actuellement, vu les champions qu'on a en France, vu la place que ça prend en France, alors c'est plus, alors je saurais pas dire pourquoi. Il y a plein de facteurs. C'est pas moi qui m'en occupe, mhm. mais disons que on n'arrive pas encore, même chose que la Fédé n'arrive pas à faire passer le para-karaté en sportif de niveau, ce qui fait qu'on n'a pas encore de paye mensuelle, par exemple. On n'a pas certains statuts. Donc, par exemple, moi, pour la fac, j'arrive à m'arranger à avoir un contrat avec eux pour faire mes années en 2 ans ou pour rater des cours, du coup. Mais par exemple, si je suis dans un métier, quand je vais être vraiment dans un métier, là je fais mes études encore pendant un petit moment, mais pour un vrai métier, quoi, et pour d'autres athlètes qui veulent qui sont dans le monde du travail et non pas dans les études, ben, ils peuvent être refusés parce que ils peuvent pas rater des jours enfin, rater des jours Mhm. de boulot s'ils sont pas athlètes de haut niveau officiellement, quoi. Oui. Même si on sait très bien qu'on a la même, comment on dit, je vais trouver le mot, la même légitimité, pardon, la même légitimité à ça. Malheureusement, sur papier, on l'a pas, ce statut. Et donc, Mhm. c'est encore problématique dans nos parcours. Parce que, bah, pareil, pour trouver des salles, c'est compliqué. C'est pour ça que je suis en train de créer un dojo ici avec des sponsors. Mais bon, pour trouver des salles, c'est un peu compliqué. Pour trouver des, des sponsors, c'est un peu compliqué aussi. Pour trouver, bah, pareil, je sais pas, kiné, prépa mentale, prépa physique. Bah, quand on n'est pas sportif de niveau, c'est un peu plus compliqué si on n'a pas sur le papier, quoi. Après, Mhm. on arrive toujours un petit peu à s'adapter, mais c'est toujours une énergie en plus à devoir expliquer qu'on est quand même champion, même si on n'a pas ce statut. Mais voilà, c'est toujours un petit peu, c'est un manque de reconnaissance qu'on a. Et même au niveau financier, bah, du coup, on n'a rien. Enfin, on n'a rien de l'État en tant que sportif de haut niveau, donc c'est encore compliqué pour ça. Je pense que le développement du para-karaté, il se fait de mieux en mieux, et je pense que j'ai envie que ça se développe, mais parce que j'essaye aussi, de par mon parcours, que ça se développe. Donc j'espère que ça va encore continuer comme ça et que ça devienne je pense qu'on est sur la bonne dynamique et j'espère que ça va rester comme ça. Que
la communication autour soit de plus en plus normalisée, que les clubs se mettent de plus en plus à enseigner aux personnes handy. On va casser un peu les barrières, c'est vraiment trop important et je pense qu'on est sur la bonne pente, honnêtement. Donc voilà, je souhaite juste que ça reste comme ça, enfin que ça se développe encore dans la même énergie, quoi. Après, sur le plan sportif, j'ai encore envie de chercher des médailles, chercher des titres, forcément aller chercher un titre. Enfin, ouais, moi, je préfère pas le dire, mais voilà, aller un peu plus haut dans mes titres et d'avoir surtout un meilleur, enfin, on va dire, de m'améliorer. En fait, moi, ce que j'aime, c'est qu'à chaque compète, je vais être meilleur. Et pour l'instant, c'est le cas, Hmm. donc c'est trop bien. Et c'est mon but, là, c'est d'être meilleur. Et après, les médailles elles vont suivre, mais surtout de faire un, de me rapprocher vraiment d'un niveau. En fait, j'aime bien aussi le fait qu'on voit pas, enfin, qu'on arrive à ne plus voir mon, enfin, comment dire. C'est pas de ne plus voir mon handicap parce que j'en suis fier, mais que, en gros, j'ai le même niveau qu'un athlète valide. Et ça, c'est un gros but à atteindre aussi. En tout cas, qu'un athlète de haut niveau valide. Et que le kata, enfin, si on cache le fait que j'ai mon bandeau, que si quelqu'un voit une vidéo de moi et qu'il se dise ah c'est un valide quoi qui fait son kata, enfin voilà, ça c'est un gros but à atteindre et voilà, c'est un de mes buts et forcément il y a les médailles mais c'est corrélé quoi en tout cas. Euh, J'essaye enfin voilà, mon but c'est ça, mon but c'est d'arriver à corréler vraiment mes études et le sport de haut niveau, d'arriver toujours à de la performance, de faire mes études le mieux possible pour arriver comme on a dit, hein, la recherche et Hmm. donc master 2 voire doctorat, etc. C'est encore beaucoup de boulot, ça me demande beaucoup de travail parce que mon handicap, voilà, est pas forcément. Enfin, c'est compliqué entre le sportif de haut niveau et le handicap, c'est dur de trouver un. Enfin, ça crée des problématiques, donc il faut y arriver. Mais franchement, je travaille beaucoup pour, donc je suis toujours quelqu'un d'assez déterminé, donc ça devrait le faire. Je reste à fond là-dessus et voilà, je pense que je mets tellement du mien que ça va le faire. Ça demande juste beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et sinon, qu'est-ce que j'ai pas abordé sur l'évolution je pense que c'est à peu près tout. Hein. C'est arriver à tout faire au mieux. Et ouais, que tout, enfin voilà, qu'on arrive à avoir cette légitimité en tant qu'athlète. Euh, et voilà, toujours aller chercher plus haut, toujours aller chercher mieux et voilà, essayer d'arriver à tout faire et à pas non plus trop se fatiguer parce que du coup c'est prenant. Mais je pense que ouais, c'est ça. Et vraiment essayer de tout faire au mieux. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Oui, mais je pense que tu as vraiment raison, quoi. L'un des plus gros combats qui est à avoir en ce moment, c'est cette légitimité par rapport au statut d'athlète de haut niveau. Mm. Il y aurait non seulement le para-karaté, mais tous les para-athlètes et qui leur permettrait vraiment quoi, de pouvoir être considérés vraiment comme des athlètes de haut niveau tels qu'ils le sont, quoi. Et non plus juste à travers la médaille, avec leur titre, C'est ça. etc., mais d'être Ouais. vraiment reconnus. Et donc, si je comprends bien, même les athlètes qui font les JO en para, ils n'ont pas ce statut non plus? Alors non, en fait Ou c'est encore un petit peu différent parce qu'ils sont au JO? alors c'est ça, c'est qu'en fait eux ils sont liés à la fédération. Alors, peut-être que je me trompe pas, mais en tout cas la plupart d'entre eux sont liés à la fédération handisport, donc ils ont un statut. Après je sais pas à quel point c'est un statut de haut Mhm. niveau, mais en tout cas ils ont un statut de haut niveau au même titre que tout le monde parce que ça a été un effort de la France de. C'est aussi pour ça qu'on se voit parce qu'en fait c'était un effort. Ça devrait pas l'être, mais ça a été un travail pour les JO que en gros ils soient aussi rémunérés que les athlètes valides. Mhm. Malheureusement, après, dans les faits, je pense pas que ce soit le cas exactement, mais en tout cas, sur les JO et sur l'année qui vient de s'écouler, ça a été le cas. Donc, ils aient vraiment financièrement des aides. Après, on sait qu'en tant que sportif, c'est jamais énorme, mais déjà, il y a une légitimité là-dessus, il y a une aide là-dessus. Et nous, en fait, en karaté, on fait partie de la Fédération française de karaté, même en para. Donc, c'est la Fédération française enfin, c'est avec elle qu'on travaille. C'est pas avec la Oui. Fédération handisport. Donc, c'est un peu différent. On n'est pas énormément fidèles à faire ça. Et donc, sur ça, c'est compliqué parce que la Fédération française, du coup, a du mal alors pour plein de raisons, je ne saurais pas dire, je ne veux pas dire de bêtises, Mhm. Oui, mais bien sûr. a du mal à nous faire avoir le statut officiel parce qu'on n'est pas la fédération handi. Et donc c'est Mhm. handisport. Et donc il y a un truc comme ça et c'est un peu galère. Mais après c'est plein de trucs trop bien parce que par exemple la fédération française, elle nous met vraiment en avant, donc ça c'est cool. Oui. Euh,
on développe plein de choses. Enfin, on a des projets. Enfin, c'est une super dynamique. Et en plus, on a les mêmes compétitions que les valides. Donc, en fait, l'équipe de France valide et l'équipe de France para, on se retrouve sur des stages, on se retrouve sur les compétitions. Il y a ce côté échange qui est trop bien et qu'on est considéré comme des athlètes valides de la Fédé. Et voilà, c'est galère d'avoir ce statut-là parce qu'on fait partie des fédérations, mais en même temps, il y a des trucs trop bien parce que c'est une fédération qui vraiment met ça en avant. Et je pense aussi c'est parce que nous, en tant qu'athlètes, on se donne vraiment à fond pour avoir une belle image et développer ça à fond. Mais c'est vrai que la fédération est vachement présente pour ça. Et avoir les compétitions valides des paras en même temps, c'est trop bien. Genre, c'est très rare hein, dans les autres sports. On verra jamais de matchs de foot et de matchs de CC foot par exemple en même temps. Enfin, genre c'est assez unique et ça je trouve c'est une vraie chance. Mais voilà, du coup c'est vrai qu'au niveau législation de comment on fait pas partie de la fédé handisport tout ça, c'est un peu galère pour les statuts. Ouais. Mais par contre, et je sais que la fédération se bat pour ça, mais voilà, il y a des critères qui sont malheureusement pas les mêmes, qui sont les mêmes pour tout le monde alors qu'on n'est pas du tout dans les mêmes sports. Donc le nombre d'athlètes il va changer. C'est sûr que pour une équipe de foot, le nombre d'athlètes il va être considérable par rapport à un sport individuel. Donc bon, il y a des critères qui sont un peu particuliers, mais j'ai pour espoir que ça fonctionne un jour. Et je trouve que le fait qu'on soit vraiment de la Fédération française de karaté, ce soit cool pour ça. C'est que en fait, on a vraiment ce statut d'athlète. Et je trouve que c'est aussi une chance et c'est assez unique. Et donc, pour ça, je suis assez heureux là-dessus, que ça se développe vraiment comme ça. Et par rapport au projet aussi, j'ai pas mal de projets en tête que je peux pas tout dévoiler, mais j'ai pas mal d'idées pour la suite. Et notamment, alors c'est encore au stade un petit peu embryonnaire, mais j'aimerais aussi peut-être, quand j'ai un peu plus de temps ou autre, trouver un petit peu, peut-être créer donner des stages de temps en temps. Donc j'ai déjà eu des propositions, il faut que j'arrive à trouver le temps et l'organisation, mais pourquoi pas faire des stages, donc un petit peu des stages de karaté, donc plutôt orienté kata forcément, mais et du coup avec ma spécificité, donc mettre un peu les gens en condition de jouer plus sur la proprioception et les sensations que sur leur vue, en fait, que sur leur vision. Et du coup, ce serait ouvert. Et j'ai pour objectif que ce soit ouvert à tout le monde et que même quelqu'un qui n'a pas de handicap, justement, se mette à essayer ça. Mais je trouve que c'est une super idée parce que même, tu vois, pour les enseignants, comme tu discutais vraiment au tout début de cette interview avec tous ces outils pédagogiques et que toi, que tu as accumulé au fur et à mesure des années de pratique et d'entraînement, que tu pourrais partager pour que aussi des instructeurs, des enseignants puissent récupérer des outils de travail pour pouvoir après les appliquer dans leurs cours sur des valides, voire avec des gens en para. Et je pense que c'est une super idée et que ça serait, encore une fois, sortir un petit peu de la boîte et de ne pas toujours tourner autour des mêmes éducatifs pour amener quelque chose de nouveau dans ce monde en perpétuelle évolution. Et le karaté doit être aussi, lui aussi, en évolution par rapport à ça. Exactement. Après, je sais qu'il y a une formation para-karaté qui se fait par la Fédé chaque année, je crois, par Manon, qui est entraîneuse en équipe de France para. Et ça, c'est très bien. Donc, je pense j'ai pas assisté, mais je pense qu'elle met en place qu'elle met en avant des choses communes avec moi, du coup. Mais donc ça, je pense que c'est très bien. Et même moi, c'est important que je le fasse, mais je pense que c'est aussi bien que moi, mon but aussi, c'est d'ouvrir peut-être même à des athlètes ou des gens qui font du karaté en général, de essayer de réfléchir autrement. Et alors, c'est très bien pour les éducatifs, mais en vrai, les éducatifs, c'est aussi il faut aussi savoir les développer soi-même, donc se mettre à la place, c'est déjà la première étape, à la place de quelqu'un qui ne voit pas. Et je trouve que même en fait pour quelqu'un qui voit, alors notamment dans la transmission, mais aussi pour son karaté personnel, de travailler avec les sensations du corps. Je sais qu'il y a pas mal de maîtres, d'enseignants qui font des fois du karaté les demandés, mais essayer de mettre en avant ça et de faire découvrir ça un peu avec mon prisme. Je pense que ce sera intéressant et j'ai pour objectif dans les mois et années à venir de développer pourquoi pas des stages là-dessus. Bon, de temps en temps, quoi, vraiment, mais pour partager un peu ça. Et voilà, je pense que vous verrez peut-être, tu verras, mais non, je pense que les gens super. verront peut-être des stages
mis en place là dans les prochains mois dès qu'on aura un peu peaufiné tout ça. Mais du coup, ce sera un de mes objectifs et voilà, toujours avec le partage. Voilà, et casser, encore une fois, casser un peu les barrières il ne faut pas avoir peur du handicap et venir tester. Et voilà. Je pense que ça se fera. Tu verras peut-être d'ici quelques mois des stages qui se feront voilà. C'est mon objectif. C'est aussi mon prochain objectif pour les années à venir et même pourquoi pas après ma carrière en compétition. Donc voilà. Excellent. En tout cas, c'est un super parcours. Je te félicite. Merci beaucoup. Je te souhaite surtout une très très belle continuation. Donc pour tous tes projets, n'hésitez pas à aller à sa rencontre, que ce soit via les réseaux sociaux, vous avez les informations dans la description, ou alors si vous le croisez en compétition, allez le voir. C'est bon, pas quand il passe forcément, mais après n'hésitez pas à aller le voir. Il sera sorti de sa bulle et vous pourrez échanger avec. Donc n'hésitez pas. Merci Nohan. Merci à vous. Enfin, merci à toi. Merci à toi et merci pour cet accueil.